Chers abonnés d'Omerta, bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition du Grand Entretien de cette semaine. Alors cette semaine, je reçois le grand reporter du Figaro, Renaud Girard. Alors Renaud Girard, on ne vous présente plus, mais je vais quand même le faire. Vous êtes donc éditorialiste pour le journal de Figaro, géopoliticien, grand reporter, je l'ai déjà dit, auteur d'une quantité de livres sur le Moyen-Orient, l'Afghanistan, l'Afrique. D'abord, Renaud, avant de commencer cet entretien, je veux vous faire réagir sur la mort de Yevgeny Prigojine. Pour vous, c'est un événement majeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais un ami qui est mort, hélas, qui est un romancier qui me suivait parfois en reportage pour s'inspirer, qui était Gérard de Villiers. Très bien. Et il aurait adoré, parce qu'avec la Russie, on n'est jamais déçu. Là, il a fait d'ailleurs plusieurs livres sur la Russie. En Russie, la réalité dépasse toujours la fiction. C'est toujours encore plus extraordinaire que ce qu'on aurait pu imaginer. Et là, on a eu droit à une très grande scène d'un film, je trouve, de Francis Ford Coppola. C'est Le Parrain 4, si vous voulez, avec cette scène extraordinaire qui est donc la rébellion, ensuite la médiation avec Loukachenko. Et ensuite, nous avons le baiser de la mort, c'est la réconciliation au Kremlin. Et ensuite, l'attentat, mais qui, dans une zone d'ombre, parce qu'il faut toujours continuer à inspirer l'effroi. C'est extraordinaire. Et le jour où Prigojine est abattu, Poutine célèbre l'anniversaire de la bataille de Koursk de 1943. Évidemment, il n'a pas un mot pour l'incident. Simplement, tout son discours est fondé sur la loyauté qu'on doit avoir. Et il y a un grand feu d'artifice. Et c'est vraiment... On imagine, si vous voulez, comme dans une scène de Coppola, le petit employé du Kremlin qui vient glisser à l'oreille de Poutine. Voilà, c'est fait. Le boulot a été fait. Le rebelle a été évincé. C'est du grand cinéma, de grande mafia, si vous voulez. Et là, les romanciers doivent vraiment se réjouir. Vous pensez que Prigojine savait ? Ah non, je ne pense pas qu'il le savait, parce que s'il le savait, il ne serait pas revenu du Mali. On sait maintenant qu'il était au Mali, où il serait allé se cacher, par exemple, en Afrique du Sud. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où il aurait pu aller se cacher, en Uruguay, ou même, à la limite, rester tranquille en Biélorussie, si vous voulez. Biélorussie, c'était pas... voilà, c'était un peu dangereux quand même, mais il y avait beaucoup d'endroits où il aurait pu aller se cacher. S'il avait été s'établir, alors l'hiver est rude là-bas, mais en Corée du Nord, je ne pense pas que les Russes auraient été le chercher en Corée du Nord. Voilà. Non, il ne s'est pas méfié. Et la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et, 2 mois. Voilà, 2 mois. Poutine, c'est un animal politique, sans émotion, et voilà. Et là, le message est quand même assez passé. Silence dans les rangs, je ne veux pas entendre un murmure. Et la Russie est entièrement donc consacrée à sa double guerre, parce que la Russie est en double guerre. Il y a une première guerre qui est la guerre évidemment contre l'Ukraine, après son agression de février 2022. Et la deuxième guerre, c'est la guerre idéologique, la guerre un peu hybride contre l'Occident. Bien sûr. Voilà. Et tout ça, évidemment, va continuer sans opposition tolérée au sein de l'appareil du pouvoir militaire ou des services en Russie, mais également de l'appareil économique dominé par les oligarques. Le moindre oligarque qui continue à exprimer une dissidence, il risque de sauter par la fenêtre. Il y en a beaucoup déjà qui ont sauté par la fenêtre. Vous pensez, alors je vais inverser ma question, si Prigojine ne s'en doutait pas, pensez-vous qu'il s'était imaginé, parce que quand on regarde ses dernières déclarations, ses dernières attitudes, on l'avait vu avec le chef du protocole du président centrafricain posant en photo au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg,
On l'a revu le 21 août, en fait la vidéo a été diffusée il y a quelques jours à Mopti, au Mali, avec son arme, son équipement, expliquant que la Russie avait vocation à protéger l'Afrique. Pensez qu'il avait peut-être imaginé qu'il reviendrait dans les prérogatives de Wagner d'avant Il a été l'Ukraine. très classiquement endormi. Ça rappelle une scène du Parrain 2. Vous vous souvenez, il y a un des frères de la famille Corleone qui trahit, qui a aidé le clan. Oui, très bien. Mais comme c'est le frère... celui qui va à Las Vegas. Voilà. Et on l'envoie à Las Vegas et c'est la réconciliation devant la sœur, tu vois, voilà. Oui. Et la voiture donc finalement on l'envoie à Las Vegas. Donc, la voiture quitte la propriété et à peine la voiture a quitté la propriété que là il est étranglé et le type qui est grand lui dit « Nothing personal, it's just business ». Ouais, c'est ça. C'est extraordinaire. Bon, donc là, c'est just business. Alors donc, on l'a dit, Vladimir Poutine n'a pas eu un mot sur la disparition de quelqu'un qui faisait pourtant partie de sa garde rapprochée, hein, même s'il n'est pas du premier cercle. Enfin, il a été très très proche. Alors, en revanche, toute son attention, au-delà de cette commémoration de la bataille de Koursk que vous avez signalée, en ce moment, s'est focalisée sur le fameux sommet des BRICS qui a lieu en Afrique du Sud. On a vu Poutine avoir une attention extrême pour ces pays, pour les nouveaux pays qui poussent à la porte des BRICS. Pensez que la Russie a réussi son pari de sortir de l'isolement dans lequel l'avait plongé la guerre en Ukraine? Alors, le mouvement des BRICS, c'est plus ancien, c'est une invention russe. Le terme lui-même a été inventé par la banque Goldman Sachs, mais le premier sommet des BRICS était organisé, c'est une idée russe, à Ekaterinbourg en 2009. Donc c'est 2 ans après le discours de Poutine à Munich, où il explique qu'il est intolérable que ce soit un seul pays qui impose ses vues politiques, ses vues économiques, ses vues militaires et ses vues humanitaires, dit Poutine dans ce discours, au monde entier. Il parlait évidemment des États-Unis. Et ce que la Russie de l'époque et les autres pays qui se joignent, l'Inde, le Brésil, la Chine et l'Afrique du Sud, c'est le monopole occidental des grandes institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Et d'ailleurs, le BRICS va constituer ses propres institutions miroirs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ces sommets des BRICS ont bien fonctionné. Il y en a eu 15. Là, on a été le 15e. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Afrique du Sud a décidé d'inviter quand même la Russie. Il n'y a aucun problème. Et que les membres qui représentent les BRICS continuent à fonctionner. C'est-à-dire que ce groupe de pays qui contestent le monopole occidental, le monopole de la morale occidentale, est rejoint ou veut être rejoint par d'autres très grands pays. C'est ce qu'on appelle le groupe Amitié, BRICS Amitié. Alors Argentine, Mexique, Indonésie, l'Iran, Arabie Saoudite, Égypte, Algérie. Algérie. Et donc c'est très intéressant. Alors je pense qu'en fait, Poutine donc mène 2 guerres. La guerre en Ukraine, c'est pas très brillant. Il l'a pas gagnée. C'est même incroyable qu'il n'ait pas pu prendre Kiev, si vous voulez. Ce qu'il essaye aujourd'hui, c'est d'éviter de la perdre. Si effectivement les Ukrainiens, par une contre-offensive, qui est aujourd'hui bloquée, mais parvenaient à percer dans le sud et à prendre la Crimée, ça serait évidemment une défaite de l'armée russe, et il ne veut pas de cette défaite. Mais Poutine ne va pas gagner la guerre. Gagner la guerre pour lui, ça serait avoir pris Kiev et avoir obtenu un changement de régime
à Kiev. Un régime qui dirait « je ne veux pas adhérer à l'OTAN », etc. etc. En revanche, sa deuxième guerre, il faut reconnaître qu'il a marqué des points. La deuxième guerre, c'est la guerre idéologique hybride contre l'Occident, puisqu'il a marqué des points en Afrique, on l'a vu, contre la France, et puis avec le soutien persistant, si vous voulez, c'est ça qui est très important, des BRICS. Les Russes ne sont pas les plus puissants au sein des BRICS. Il y a des pays qui sont plus puissants. Il y a la Chine qui est plus puissante, il y a l'Inde qui est plus puissante. Mais ils ont gardé le respect pour la Russie. En tout cas, ils refusent de condamner. Ils avaient refusé en 2014 de condamner l'annexion de la Crimée. Et aujourd'hui, ils n'adhèrent pas à l'attaque contre l'Ukraine de 2022, mais ils refusent les sanctions contre la Russie. Et ça permet à la Russie de continuer à fonctionner. Ensemble, tout le monde travaille sur la dédollarisation. Oui, alors, peut-être en dire un mot. Oui, c'est-à-dire que... Elle va aboutir, ça va être le... Alors ils vont trouver une monnaie alternative. Alors, il faut trouver une monnaie. C'est sûr que vous avez la puissance chinoise. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas, mais ça finira par réussir. C'est sûr que vous avez des pays aussi grands que la Chine, que la Russie, que l'Inde, qui partagent un même objectif, ça finira par aboutir. Ils préconisent une sorte de DTS, vous avez les droits de tirage spéciaux du FMI, c'est une monnaie un peu fonctionnant un peu comme cela. On verra bien. Pour le moment, le dollar a gardé quand même sa force de monnaie de réserve et d'échange mondial, mais petit à petit, on voit par exemple que jamais les réserves en dollars et en bons du Trésor américain de l'Arabie Saoudite, qui est candidate à rejoindre ce groupe des BRICS, ces réserves n'avaient été aussi basses. Donc vous voyez, il y a quand même un mouvement qui va vers la dédollarisation du monde, bien que ce mouvement soit actuellement assez lent. Donc, dans cette deuxième guerre, effectivement, on peut dire que Poutine a marqué des points. Continuera-t-il à en marquer ? Tout ça, je pense, dépendra de la position de la Chine. Et on ne sait pas ce que peut donner l'avenir. Il peut y avoir une sorte de raidissement du monde avec une tension qui renaît entre les États-Unis et la Chine. La tension a un peu décru. Il y a eu un vrai effort de l'administration Biden pour décroître la tension avec la Chine, mais elle peut repartir à tout instant. Il peut y avoir une crispation de la Chine. Il peut y avoir, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Les Iraniens et les Américains en ce moment se tournent autour, se sentent un peu comme des chiens, et on peut tout à fait imaginer un accord irano-américain qui serait d'ailleurs de l'intérêt des deux pays. Les mollahs, évidemment que les mollahs ne veulent pas démocratiser, mais les mollahs aimeraient calmer leur jeunesse en lui offrant des perspectives économiques, et ça, il faut l'abolition des sanctions. Quant à Biden, il aurait intérêt à un accord avec l'Iran, parce que il pourrait présenter ça juste avant l'élection présidentielle. Donc, mais on ne sait pas si ça va aboutir. Si ça aboutissait, évidemment, la tension mondiale retomberait. Mais pour le moment, les Chinois sont derrière les Russes. Et tant que les Chinois seront derrière les Russes, la Russie peut tenir très longtemps. En revanche, la Russie seule, on voit qu'elle fatigue un petit peu quand même
dans sa guerre contre l'Ukraine. Il n'y a eu aucune avancée, percée de l'armée russe depuis le début, je dirais, mars 2022. Il n'est pas impossible aussi que la Russie s'affaiblisse très progressivement, petit à petit, comme un ours qui perd du sang goutte à goutte, si vous voulez. Parce que quand même, beaucoup de jeunes Russes, ceux qui étaient dans les technologies avancées, etc., ont quitté. On ne peut pas dire que cette guerre en Ukraine ait soulevé l'enthousiasme, en tout cas des élites russes. On ne peut pas dire ça, si vous voulez. On ne peut pas dire que les Russes de Moscou, de Leningrad, des grandes villes, si vous voulez, qui font la richesse de ce pays, se sentaient menacés par Zelensky et par une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'était pas quelque chose ils ne se sentaient pas menacés. Alors vous avez utilisé le terme dédollarisation. Est-ce que finalement, au-delà de cette dédollarisation, on n'assiste pas avec ce succès des BRICS alors, on va voir ce que le sommet va donner, mais en tout cas, il y a une véritable appétence. Il y a plein de candidats, des dizaines de pays. Est-ce que ça ne consacre pas finalement plus une désoccidentalisation du monde ? Oui, absolument. Est-ce que c'est pas finalement ce que les gens disent, ce que tous ces pays disent après la guerre déclenchée contre l'Ukraine par Poutine, ils disent oui, c'est pas bien, c'est vrai que le droit international interdit de faire des choses comme ça, mais vous, les premiers à critiquer, ce sont les Américains. Ouais. Mais vous avez fait exactement la même chose. Vous avez détruit deux pays qui vivaient normalement, l'Irak et la Libye. Vous avez mis un chaos extraordinaire. C'était contraire au droit international. Vous ne pouvez pas, messieurs les Américains, messieurs les Occidentaux, nous donner de leçons. Et vous ne pouvez certainement pas, disent-ils, donner des leçons à nos amis russes. C'est ça, en fait, le grand principe. On a vu dans les adhésions, donc l'Iran, l'Arabie Saoudite, peut-être l'Algérie. Quand on y compte la Russie, on se dit c'est plus des BRICS, c'est une nouvelle OPEP. Il y a même des géants. Hein. L'Indonésie, c'est un immense pays. Mais justement, c'est des producteurs de pétrole aussi. Tout à fait. C'est presque une nouvelle OPEP qui est en train de se créer. Alors, il y a effectivement, et vous avez remarqué que sous l'égide de la Chine, il y a une réconciliation entre l'Iran et l'Amérique, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Puisque le prince héritier MBS, Mohamed Ben Salman, a reçu dans son palais à Jeddah le ministre des Affaires étrangères iranien. Bon, moi, ça montre beaucoup de confiance. Et donc, ces BRICS, plus tous ces pays qu'on appelle aussi amitiés, si vous voulez, voilà, y compris des pays importants d'Amérique du Sud et d'Asie, etc., ça sera donc un grand ensemble très riche en matières premières, en énergie fossile et, grâce à la Chine, en technologie. Donc ça fait un bloc très fort. Et ça fait un bloc qui peut tout à fait équilibrer, si vous voulez, à peu près ou bousculer l'Occident. 40% en termes d'économie, plus de 50% des habitants du monde. En termes de démographie, c'est très clairement supérieur à l'Occident. Mais alors, est-ce que tout ça... En termes non seulement de démographie, mais de dynamique démographique, parce que vous avez chez les Occidentaux des pays qui sont en train de mourir. La Corée du Sud, avec des taux très 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 faibles de fertilité, en dessous de 1 en Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, etc. Et alors que les BRICS ont plutôt des taux de natalité assez importants en Inde, et puis dans les candidats, l'Indonésie, etc., tous ces pays-là, les pays d'Afrique, Nigeria, etc. Et donc, effectivement,
La planète, si vous voulez, gouvernée par l'Occident, c'est quand même le monde d'hier. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Français, tout ça? Pour les Français, c'est pas une bonne nouvelle, parce que les Français sont en plein dans l'Occident. Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, nous a fait réintégrer l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Le général de Gaulle considérait qu'il était hors de question que des soldats français fussent commandés par des officiers américains. Mais M. Sarkozy en a pensé différemment. Enfin, personnellement, moi, je me suis opposé dans le Figaro. Enfin, j'ai critiqué dans le Figaro. On s'en souvient bien. Ça, voilà, parce que je pense qu'il y avait un message d'indépendance de la France qui a été un peu bafoué par cette réadhésion à l'OTAN. Enfin, la France est clairement dans l'Occident. Ça se comprend, parce que les Français, on peut parfois, et je suis le premier à le faire, à critiquer les États-Unis, mais si on me donne le choix entre de vivre aux États-Unis ou en Russie ou en Chine, je choisis les États-Unis. Et si je dois choisir une université pour envoyer mes enfants, enfin je préfère d'abord les envoyer en France, mais sinon, entre une éducation à l'américaine, à la russe ou à la chinoise, je prendrais l'américaine. Donc nous sommes quand même clairement dans par notre histoire, par notre culture, par notre adhésion aux droits de l'homme. Voilà, la liberté, ça compte, si vous voulez, pour les Français. Et en Russie et en Chine, il faut le dire, il n'y a pas de liberté. Il y a en revanche, effectivement, dans les BRICS, c'est intéressant, il y a aussi des démocraties comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde. Mais nous sommes attachés à la liberté et nous sommes dans le camp occidental. Simplement, il faudrait ne pas perdre notre indépendance. C'est-à-dire que De Gaulle, il avait laissé la France dans le camp occidental. Il avait été le premier à réagir en soutien des États-Unis lors de l'affaire des missiles de Cuba en 1962. Oui. Il était un bon allié, mais c'était dans l'indépendance. Vigilant. Aujourd'hui, il est vrai que notre économie, notre endettement, nous sommes plus un exemple, notre mauvaise gestion, parce qu'il faut dire que l'État est quand même très mal géré en France, depuis, je dirais, Raymond Barre, quoi. Et donc ça commence à se sentir et à se voir à l'extérieur. Il y a moins de rayonnement français et il y a moins d'indépendance, avec une dette pareille, il y a moins d'indépendance française. Et on peut le regretter de ne pas avoir une politique étrangère plus indépendante. La politique étrangère de De Gaulle était un grand succès, toujours admirée partout dans le monde, précisément parce qu'elle était indépendante. Mais on ne peut pas dire, non, on ne peut pas dire aujourd'hui que cette montée, ce refus des valeurs occidentales est favorable à la France, bien que on peut dire que la France a été un des pays qui a osé par moment s'opposer à la prétention occidentale à faire le droit, à exporter leurs droits et leur justice et leur démocratie, entre guillemets, un peu partout dans le monde. Je pense par exemple à l'opposition de Chirac à la guerre en Irak, qui a fait beaucoup pour le succès de la diplomatie française et son respect dans le monde, y compris dans les BRICS. D'autant plus que l'histoire a donné raison à la France. Cette invasion au nom des droits de l'homme de l'Irak par l'Amérique a été une catastrophe et a fait un mal terrible à l'Irak, mal qui n'est toujours pas guéri, si vous voulez. La situation n'est toujours pas réglée. Mais nous sommes revenus dans une
conception un peu atlantiste et néoconservatrice. Lorsque nous avons fait l'opération en Libye de 2011, d'aller descendre Kadhafi, donc faire un changement de régime en Libye, j'ai qualifié ça dans un de mes articles de plus grave erreur de politique étrangère de toute la Ve République. Je maintiens, là, nous avons mis un chaos absolument terrible en Libye qui s'est répandu dans toute l'Afrique sahélienne avec des conséquences qui se font voir toujours aujourd'hui. C'est intéressant que vous l'ayez dit, puisque je crois que c'était le dernière interview d'Obama juste avant son départ, et ça s'appelait, ça avait été une interview accordée à Atlantico, et qui disait, qui s'appelait The Obama Doctrine, et qui disait, et Barack Obama reconnaissait que c'était son plus grand regret. Oui, c'était sa seule erreur. J'ai fait une grave erreur, c'est l'intervention en Libye. Tout à fait. Donc en fait, il vous rejoint là-dessus. Et justement, la France ne s'est pas singularisée par la Libye. Elle a eu une voix... C'est pire que ça. Elle a inspiré la Libye. C'est pire que ça. Elle a fait son petit Irak, quasiment. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors qu'en Irak, justement, elle disposait d'une cote de popularité conséquente. Il y avait eu aussi l'attitude du président Chirac en visite à Jérusalem, qui avait montré à pas mal de peuples que la France était une puissance conciliatrice, ou en tout cas une puissance qui était capable de se battre pour des principes. Aujourd'hui, la France... on a l'impression qu'elle est chassée de l'Afrique. Quelle est votre analyse des derniers événements au Niger? Eh bien, la France, d'abord, ne sait pas parler aux pays africains. Alors, l'erreur initiale de la France, en Afrique, il y a eu 2 erreurs. La première erreur, c'est Mitterrand qui l'a fait, c'est de s'impliquer dans les affaires rwandaises, qui était une ancienne colonie belge. J'aurais très bien pu laisser ça aux Belges. Et cette implication qui pouvait se comprendre et qui était au départ généreuse, c'était empêcher la déstabilisation du Rwanda, d'Habyarimana par le FPR qui venait de l'Ouganda. Mais l'implication française se finit par un génocide. Alors les Français ne sont pas du tout complices ou responsables, bien sûr, du génocide, mais l'argent du contribuable français a quand même été assez mal dépensé, puisque une coopération française finit par... Pour vous, c'est le péché originel, ça. Là, si vous voulez, avant... Ou est-ce que c'est lorsque j'allais en Afrique, avant le Rwanda, on était respecté partout, parce qu'il y avait eu Kolwezi, il y avait eu Giscard, vous savez. Et le français, c'était la puissance, la France était la puissance forte et respectée en Afrique. Après le Rwanda, ça va quand même changer. Et puis surtout, il y a eu l'énorme erreur de la Libye. Il faut savoir qu'au moment où Sarkozy lance l'attaque contre le régime de Kadhafi, il y avait des négociations de l'OUA avec certains présidents africains. Je crois que la délégation était présidée par Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Des négociations qui avançaient entre Tripoli et Benghazi, si vous voulez. Et nous, on a choisi la manière forte et le fait que ensuite cette guerre se soit répandue, puisque toutes les armes se sont répandues dans le Sahel, et qu'ensuite on ait fait une deuxième guerre en 2013 pour réparer en fait les conséquences de la première, et que finalement cette guerre, nous ne sommes pas parvenus, évidemment, sur 5 millions de kilomètres carrés, avec 5000 hommes, on ne pouvait pas rétablir la paix française. Et puis est-ce que c'est notre job de rétablir la paix française alors que nous avons décidé, il y a 2 générations, de décoloniser? Eh bien, alors là, ça provoquait d'abord la frustration des peuples africains de voir que les Français n'étaient pas capables de rétablir l'ordre dans ces régions, et ensuite même la méfiance, et aujourd'hui l'hostilité. Alors c'est très injuste à l'égard de la France, puisque la France a beaucoup payé pour la coopération au Niger, etc. Mais il y a une vraie frustration qui est évidemment, le mouvement Wagner a ajouté un peu d'huile sur le feu, etc. Mais il y a une frustration, c'est-à-dire que ces populations ne pensaient pas que la France échouerait militairement au Sahel, ce qui est le cas. Il y a aussi le fait que la France, où il y a quand même, en tout cas si on regarde les images télévisées,
pas mal de chaos, si vous voulez. Nous avons, au cours des dernières années, connu, voilà, on voit tout d'un coup l'Arc de Triomphe qui s'embrasse et les gilets jaunes. Ensuite, plus rien ne marche, c'est les retraites. Ensuite, parce que les Français ne veulent pas travailler au-delà de jusqu'à 64 ans, ça paraît complètement dingue à tous les pays du monde. Puis ensuite, vous avez... vous pensez que ce chaos, les émeutes et tout ça, et avec une économie, une industrie qui devient moins forte que celle de l'Italie, avec une dette qui continue à s'envoler, et tout ça fait que l'image de la France en a pris pas mal, et vous ne pouvez pas faire de grandes politiques étrangères, même si vous avez de très bonnes idées, et parfois Emmanuel Macron a de très bonnes idées, vous ne pouvez pas faire de grandes politiques étrangères si vous n'avez pas l'ordre chez vous, parce que vous n'êtes pas respecté. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a l'ordre dans les finances publiques en France, on ne veut pas dire qu'il y a l'ordre dans la rue en France, et on ne peut pas dire qu'il y a l'ordre dans les écoles et les lycées en France et que le système éducatif français est le meilleur du monde. On ne peut plus dire ça, hélas. Et donc je pense que, et vous vous souvenez d'ailleurs qu'en 1958, quand De Gaulle avait remis la France sur les rails, eh bien, avant de faire sa grande politique étrangère, il avait assaini les finances publiques, il s'était déchargé du fardeau de la colonisation, il avait pris les mesures qu'il fallait prendre d'autorité en France pour que le pays fonctionne et fasse, et ce qui faisait l'admiration d'ailleurs de toute l'Europe. La France de Gaulle faisait l'admiration de tous les pays européens. Alors, c'est qui De Gaulle aujourd'hui? Certainement pas Emmanuel Macron. Là, pour le moment, effectivement, Emmanuel Macron, malgré le fait qu'il est très travailleur, qu'il est, c'est pas un peureux, mais il manque quand même, il connaît beaucoup de choses, il est jeune, il est actif, il est énergique, mais il manque de vision. Et puis, on peut dire qu'il n'arrive pas à parler au peuple. Reprenez les conférences de presse du général de Gaulle, et je recommande à tous vos auditeurs de les reprendre. Et par exemple, il y en a une qui est extraordinaire, celle de novembre 67, où il passe en revue, il y a tout, il y a Israël, il y a le Québec, il y a aussi l'économie, etc. Et c'est absolument lumineux, et ça marque, si vous voulez. Et Emmanuel Macron fait de bons grands os pour l'ENA, d'ailleurs il est bien sorti de l'ENA, il s'est vengé en la supprimant, mais il n'arrive pas visiblement à parler, il n'arrive pas à bien accrocher, si vous voulez, avec son peuple. Avant l'affaire de Prigojine, il s'est exprimé à 8 heures pour proposer une sorte de solution politique un peu compliquée que personne n'a comprise. Mais ça n'intéresse même plus les gens, quoi. Les gens n'ont pas vraiment... Et dans les journaux, vous voyez... Vous parlez du discours de Borne-les-Mimosas, là. Non, le discours qu'il a fait à la télévision à 8 heures, mais après, au moment où l'affaire de Prigojine tombait, personne s'est intéressé, tout le monde s'est intéressé à l'affaire Prigojine et personne s'est intéressé au discours du président de la République. Donc là, il y a sans doute une parole qui est trop profuse, trop de commentaires, trop de paroles tue la parole, je pense. Et puis, il y a les réalisations, si vous voulez. Ce qui est important en politique, ce sont les réalisations. Alors, est-ce que vous pouvez dire que les finances publiques, est-ce que Macron a remis de l'ordre dans les finances publiques? La réponse est malheureusement non. Est-ce que Emmanuel Macron a réussi à réindustrialiser la France? On attend, si vous voulez. Alors, il y a
un bon programme, le programme nucléaire est intelligent. Il a fait une faute d'État, c'est la fermeture de Fessenheim, ça c'est une faute d'État très claire, flagrante, qui va coûter 40 milliards, c'est-à-dire qu'on a fermé une centrale nucléaire qui, pour des raisons idéologiques, pour plaire à Nicolas Hulot, de promesses ridicule, on a fermé une centrale nucléaire qui fonctionnait comme une horloge. Oui, tout à fait. C'est une faute d'État. Est-ce que les différents ministres de l'Éducation qu'il a montré, est-ce que l'éducation nationale, on a l'impression d'avoir un vrai sursaut vers la qualité, c'est pas évident. La réforme sur la retraite, il l'a faite courageusement parce que Emmanuel Macron ne manque pas de courage. Mais en fait, elle est insuffisante. En fait, il fallait aller directement, sans doute, à 66 ans, 67 ans pour être sûr d'avoir un équilibre des régimes de retraite. Et donc, aujourd'hui, en diplomatie, il a essayé de bonnes choses. Il a eu raison, d'ailleurs, d'avoir essayé de réconcilier l'Iran et l'Amérique, l'Ukraine et la Russie, les partis en Libye. Enfin, toutes ces tentatives d'Emmanuel Macron, qui sont louables, n'ont pas débouché sur des succès. Donc il y a un moment où on lui dit... Alors, et il y a même aussi des dérapages, si vous voulez, c'est un tout petit peu ridicule que notre ministre des Affaires étrangères commence à menacer le Niger d'une opération militaire de la CEDEAO en disant qu'il devait prendre ça au sérieux. On ne comprend même pas pourquoi. Tout le monde savait que personne n'irait jamais toucher aux militaires nigériens, quoi. Et la France a été un peu ridiculisée, parce qu'après ce discours martial, cette interview martiale de notre ministre des Affaires étrangères sur RFI, eh bien, on a eu 3 jours plus tard une visite du numéro 2 du département d'État américain à Niamey, quoi. Donc on avait compris que les Américains allaient s'arranger avec les Nigériens. Donc là, il y a quand même il y a un tout petit peu de mou dans la conduite des affaires de l'État. Vous parlez de cette connexion, cette absence de connexion avec les gens, de manière de parler aux gens. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi qui a indisposé... Alors, les problèmes existaient déjà, et ils étaient déjà... la France était déjà dans une situation périlleuse en Afrique. Mais est-ce que la personnalité d'Emmanuel Macron n'a-t-elle pas aggravé les choses? Je pense en particulier à ce qui s'était passé au Burkina Faso, même si il l'avait fait sous le ton de la plaisanterie, mais le président Kaboré était parti. Enfin, il y a eu une série de couacs. L'idée d'envoyer l'ambassadeur de la cause LGBT au Cameroun ou ces sujets-là. Enfin, bref, on sent qu'il y a un peu une sorte de déconnexion et que la personnalité d'Emmanuel Macron agace. Oui, je crois que, en fait, Macron, dans ses discours ou dans sa politique, est trop, ou dans son en même temps, si vous voulez, est trop sophistiqué. Il a fait un très grand discours sur l'Afrique, auquel j'ai assisté à l'Élysée. Comme c'est un très gros travailleur, il connaît bien ses dossiers, Emmanuel Macron, donc il connaît bien l'Afrique. On ne peut jamais lui reprocher de ne pas connaître les choses. Mais en fait, c'est tellement sophistiqué, c'est tellement presque alambiqué qu'il n'y a pas de ligne directrice qu'on ne retient hier. Alors que dans la pensée du général de Gaulle, on comprenait, si vous voulez. C'était beaucoup plus simple, et il y avait une vraie ligne, si vous voulez. Et je pense qu'il n'est pas compris par les chefs d'État africains. Ce n'est pas assez simple. Il y a aussi un double standard, si vous voulez. Pourquoi s'est-on tant exprimé sur le Niger, alors que 2 ans auparavant, Emmanuel Macron lui-même avait adoubé une sorte de coup d'État militaire au Tchad. Donc, bon, voilà. Ouais. Donc, et je crois, voilà, il n'y a pas de... Il n'a pas réussi aussi, c'est dans la nomination des gens.
il y a des gens qui ont critiqué Foccart. Moi, je ne critiquerai pas Foccart. Foccart aimait l'Afrique, connaissait l'Afrique, savait parler aux dirigeants africains. Et les relations entre la France et l'Afrique marchaient beaucoup mieux du temps de Foccart qu'aujourd'hui. Alors, maintenant, l'art est très difficile. Mais enfin, c'est facile de critiquer, l'art est difficile. On ne peut pas dire que Macron ait méconnu l'Afrique. D'abord, il la connaît, puisqu'il a fait son stage de l'ENA au Nigeria. Mais il y a des initiatives qui ne sont pas mauvaises. Par exemple, l'initiative d'avoir que la France soit le grand conseiller en matière agricole de l'Angola, pour faire en sorte que l'Angola, un pays comme l'Angola, faire en sorte que favoriser la révolution agraire en Afrique, parce que c'est de ça qu'a besoin. L'Afrique doit d'urgence devenir une grande puissance agricole. C'est une bonne idée. On verra si ça se fait, mais c'est une bonne idée. Non, je pense aussi qu'il est un peu grotesque de vouloir imposer, 2 générations après l'indépendance, la vision française de la démocratie, des élections, etc. C'est tout à fait différent en Afrique. Les leçons de morale, si vous voulez, ne passent plus. La France de Macron, hélas, a continué à donner des leçons de morale. Même en Europe, on a vu la France donner des leçons de morale à la Hongrie, à la Pologne, à l'Italie. On nous dit, mais écoutez, on n'a rien à faire de vos leçons. Et en fait, comme on ne peut strictement rien contre ces pays, on ne peut pas les chasser de l'Union européenne, ça s'est retourné, en fait, contre la France. Parce qu'au départ, Macron était très écouté, il pouvait être le leader de l'Europe. Il avait fait un discours qui avait été très bien reçu et très écouté. Ça s'appelle le discours de la Sorbonne sur l'Europe. Mais ensuite, effectivement, en voulant donner des leçons à droite, à gauche, en fait, il a perdu son auditoire. Et les gens disent un peu aujourd'hui à Emmanuel Macron, écoute, tu es très gentil, mais d'abord, rétablis l'ordre chez toi, quoi. Merci Renaud Girard pour ces éclaircissements. Quant à vous, chers abonnés, chers auditeurs d'Omerta, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Bonne semaine.